Alors, merci beaucoup tout le monde. Pour économiser un peu du temps, nous allons commencer immédiatement. Mon nom est Laurie Addison, présidente présentement du PCC. Je suis invité pour la première fois à cette discussion point de vue avec le commissaire. C'est organisé par votre comité de direction. Et je crois que la veille du jour du souvenir, il est tout à fait pertinent que nous empruntions quelques paroles du président Roosevelt, qui de 1933 à 1944, pendant toute la période de la Deuxième Guerre mondiale, a organisé 44 conversations radio qu'il appelait des discussions au point du feu. C'était sa manière de s'adresser au public. Nous sommes très heureux que le commissaire ait également eu le courage de faire la même chose aujourd'hui pour partager avec nous quelques histoires de guerre, des idées sur ce qui l'empêche de dormir la nuit, et aussi quelques petits conseils pour nos pratiques en tant que CCC. Taisez étoile 6 pour passer dans l'état de veille pour empêcher les bruits de fond. Cet appel se déroulera dans les deux langues officielles. Cet appel est également enregistré. Alors, des membres du CCC qui ne sont pas disponibles présentement pourront toujours en profiter plus tard en écoutant l'enregistrement via un lien YouTube. Donc, après les paroles du commissaire, il y aura une période réservée pour les questions et les commentaires. Et pour l'instant, je vais donner la parole à Don Head. Excusez-moi? Il y a une carrière illustre dans les services correctionnels, provinciaux, territoriaux et fédéraux. Commissaire, à vous. Merci, Rory. Bon après-midi, tout le monde. Bonjour. Dufresne et Mimi Jarrett avec moi à Ottawa. C'est une journée plutôt fraîche. Bon, je suis heureux d'avoir un petit foyer ici pour cette conversation. Ça va nous réchauffer. Alors, j'aimerais remercier Laurie et d'autres pour l'invitation à avoir cet échange ouvert, ce dialogue avec vous. Comme la plupart d'entre vous le savez, je peux parler pendant toute l'heure qui est à notre disposition, mais je ne crois pas que ce serait très productif. Donc, je serai relativement bref. Bon, quelques commentaires d'ouverture. Premièrement, je vais remercier chacune d'entre vous pour votre participation sur les conseils des citoyens. Il n'y a aucun doute à ma tête que personnellement et organisationnellement, votre participation et celle de vos collègues sur le CCC est très importante et même cruciale pour que nous puissions réaliser notre mandat. Vous nous offrez une deuxième paire d'yeux, une deuxième paire d'oreilles, une deuxième possibilité de penser aux pratiques, aux procédures, aux façons dont on travaille. Ceci nous permet de tenir compte de tout avant de prendre certaines décisions. Et cela continue d'être important pour moi. Je n'ai aucun problème à dire très publiquement que parfois l'organisation peut être assez insulaire dans sa façon de penser. On s'imagine toujours qu'on a les meilleures idées dans l'organisation, mais ce n'est pas toujours le cas. Je crois que la contribution des commentaires, la rétroaction des membres des CCC comme vous nous aide en fait à mieux développer et à mieux formuler nos réactions, nos approches, nos politiques et nos pratiques et procédures de manière à bien répondre aux besoins des contrevenants puis des délinquants et de s'assurer de la sécurité de nos collectivités. En ce qui concerne certains des enjeux clés qui me préoccupent présentement, les enjeux vous sont inconnus.
comme par exemple les besoins des délinquants avec des problèmes de santé mentale, c'est toujours une priorité et un défi pour nous. On a fait beaucoup de progrès au cours des 8 ou 9 dernières années, notamment dans la façon dont nous évaluons les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, leurs besoins, la manière dont on intervient à différents niveaux dans l'organisation. Ayant dit ceci, il reste encore beaucoup de travail à faire, en partie parce que les ressources communautaires dont on aurait besoin ne sont pas toujours disponibles dans certains des emplacements géographiques où nous sommes situés, ou encore où les délinquants sont libérés, où ils ne sont pas disponibles ou surchargés par la demande. Mais la santé mentale continue à être, comme je l'ai dit, une priorité et un défi pour nous. Bon, maintenant, les besoins des délinquants autochtones, c'est également une autre priorité pour nous. Et quelque chose qu'on continue à examiner, on cherche à trouver des moyens de mieux faire, de faire les choses autrement. Il y aura un rapport du éducateur général qui sera publié d'ici peu et qui identifie certains défis pour nous en ce qui concerne les besoins des délinquants autochtones et à les préparer pour leur libération dans la collectivité le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est un domaine où, au cours des 9 ou 10 dernières années, nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons consulté différents groupes, différentes agences, des collectivités. Nous avons eu davantage recours au Conseil des aînés. Nous avons adapté plusieurs programmes pour qu'ils répondent aux besoins spécifiques des peuples autochtones. Et nous avons également créé des unités de cheminement. Alors, on a vu une augmentation du nombre de libérations. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements au cours des dernières années. Mais encore une fois, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Une des choses les plus importantes qu'on rapporte dans les médias par rapport aux autochtones, c'est la surreprésentation. Ce n'est pas une grande surprise. Le plus gros problème pour moi, c'est la façon dont les choses sont rapportées dans les médias. On donne l'impression que les services correctionnels ne pourraient résoudre la question de la surreprésentation. Et ça, ce n'est vraiment pas le cas. Alors, il faut parler d'éducation, de santé mentale, de logement. Il faut parler des problèmes de l'emploi. Ce qu'on peut faire est assez limité et on dépend vraiment des autres. Mais lorsqu'on lit les journaux, parfois, on a l'impression que les critiques croient que les services correctionnels à eux seuls pourraient résoudre ces problèmes de représentation. Je demandais aux gens de faire taire leur téléphone parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond et c'est une grosse distraction. Alors, la question des délinquants autochtones, c'est une chose qui est vraiment présente dans notre esprit. Bon, d'autres sources de préoccupation, eh bien, c'est lié à certaines activités de l'organisation telles que le recours à la ségrégation ou à l'isolement. Ça, c'est un domaine auquel on a beaucoup réfléchi au cours des dernières années. On a investi beaucoup d'efforts pour examiner non pas seulement pour voir qui se retrouve dans un état de ségrégation, mais comment on peut réintroduire les délinquants de manière sûre dans la population générale.
soit, soit dans leurs propres établissements ou dans un autre établissement. Bon, le dossier d'intégration, mise en isolation est un dossier important pour nous. Comme vous le comprendrez, c'est une question importante non seulement dans le système carcéral fédéral, mais aussi dans les systèmes territoriaux et provinciaux. Et je peux également vous dire, c'est d'un grand intérêt dans d'autres pays dans le monde. Je reviens justement d'une conférence internationale et j'ai participé à une rencontre Excusez-moi encore une fois, est-ce que les gens pourraient faire taire leur téléphone étoile 6, comme Robert l'a mentionné plus tôt, presser étoile 6. D'ailleurs, participé à une conférence internationale de mes collègues dans différents pays, la question de la ségrégation, de la mise en isolement est un sujet très chaud pour eux aussi. En ce qui concerne le niveau fédéral, vous avez probablement lu dans les journaux qu'il y a, ou lors de discussions avec les directeurs de district, que nos chiffres ont baissé de manière très importante au cours de la dernière année, environ, une baisse d'environ 50%. On suit ces chiffres très étroitement. On a demandé que les directeurs et les assistants directeurs jouent un rôle plus important qu'ils l'ont fait dans le passé, qu'ils visitent les unités d'isolement, qu'ils examinent les conditions dans lesquelles les délinquants se retrouvent, on veut également qu'ils discutent avec les délinquants qui se retrouvent dans cette situation. Bon, ce n'est pas un secret que certains de nos directeurs ont la difficulté à comprendre pourquoi on fait cela, mais une fois qu'on leur explique, qu'on explique l'importance de tout ça, et que le recours à l'isolement impose les plus grandes contraintes à la liberté d'une personne que nous puissions appliquer dans notre système, ils comprennent mieux pourquoi, en tant que directeur d'un établissement, ils doivent participer plus activement et comprendre ce qui se passe. Bon, si on regarde le continuum des services correctionnels, nous sommes très intéressés par la façon dont les gens évoluent dans le système. Offrent-nous des interventions et des programmes qui facilitent leur cheminement. On a beaucoup hésité au cours de la dernière période à raffiner nos procédures, à examiner à quelle rapidité on peut développer des plans correctionnels et puis faciliter la disponibilité des programmes beaucoup plus tôt dans le début d'une peine de délinquant que ce n'était le cas au cours des années passées. Donc, le module de programmes correctionnels intégrés et des programmes pour les autochtones sont une des priorités majeures de l'organisation présentement. Et les premiers résultats nous montrent que notre approche est très efficace. Les personnes qui participent à des programmes, littéralement, au cours de la première semaine de leur entrée dans le système, ultimement, cela va aider ces personnes à se préparer pour être considérées comme une sorte de forme de libération conditionnelle au-delà de libération statutaire. Donc, beaucoup de travail continue à être fait sur ce front et on va continuer à nous assurer que nous avons les procédures les plus raffinées pour planifier nos interventions à ce niveau. Ce qui va main dans la main avec cela, c'est la transition dans la collectivité et la précision des interventions et des programmes disponibles pour les délinquants qui sont libérés. Un des défis que l'on fait face dans la collectivité, c'est de s'assurer d'avoir les bons lits disponibles aux bons endroits.
certains d'entre vous m'avaient déjà entendu en parler auparavant. Il y a toujours des défis dans les collectivités, ce qui concerne les lits, dans les maisons de transition. Dans le passé, les gens t'auraient dit, bon, pas dans ma cour arrière. Il y a plusieurs années, ça veut dire que c'était un peu plus comme les bananes, c'est pas près de qui que ce soit. Puis il y a toujours des défis à cet égard. Mais on commence à trouver des groupes et des organisations qui sont très ouvertes à l'idée d'élargir leur capacité ou le nombre de lits, ou qui sont prêtes à relever le défi de trouver d'autres emplacements. Donc, pour l'avenir, on améliore notre approche générale par rapport à l'évaluation, la qualification, l'intervention des programmes offerts aux délinquants. On aimerait envoyer des gens devant la commission de libération conditionnelle plutôt que dans le passé. Et donc, il y a vraiment une possibilité pour nous d'assurer la libération de délinquants plus rapidement dans les collectivités sous supervision. Donc, il faut s'assurer qu'on a bien sûr les bonnes capacités, le bon nombre de lits pour soutenir ces libérations. Au niveau financier maintenant, pour la SCC, comme vous le savez, quand le gouvernement est venu au pouvoir il y a à peu près un an, on a reçu donc un budget très peu de temps après, et les services correctionnels n'ont pas reçu quoi que ce soit dans ce budget, donc nous avons continué avec le même budget qu'on avait auparavant. Donc cela présentait un peu de défi pour gérer ce genre de budget, mais nous avons trouvé les moyens pour s'assurer de faire ce qu'il faut faire, tout en trouvant des occasions d'être innovateurs dans certains domaines clés. Quand nous examinons le nombre de délinquants, si on examine le nombre qui avait il y a un an et demi, quand on était à notre maximum, c'était donc 1300 délinquants que nous avions et à peu près 8000 délinquants dans la communauté. Mais nous avons maintenant, en moyenne, disons, entre 800 et 1000 moins de contrevenants et de délinquants dans nos facilités. Donc, nous en avons beaucoup moins. Comparé à il y a un an et demi, on a vu aussi un plus grand nombre dans les communautés, ce qui est très positif aussi. Mais l'augmentation au sein des pénitenciers, c'est très important de voir qu'on en a moins, et bien que, on a moins d'occupation double maintenant, c'est rendu à 8%, c'est peut-être même plus bas qu'auparavant, par le passé. Nous avons donc une seule cellule qui est là pour chaque délinquant. Et il y a très peu donc de double occupation. Il y en aura évidemment toujours à cause de la géographie et la dynamique de la population. Mais les chiffres sont à la baisse et j'ai demandé qu'on examine si on n'a pas donc minimisé ces problèmes. On tient beaucoup de discussions en ce moment pour voir si on pourrait avoir des transferts volontaires d'une région qui a peut-être un nombre plus élevé de double occupation pour mettre ces délinquants ailleurs, là où il y a plus de cellules de disponibles. Et comme ça, on pourrait vraiment baisser ces chiffres à des chiffres qui sont moins élevés comparés même à il y a 20 ans. Eh bien, qu'on ait les mêmes ressources, ces ressources étaient basées sur les 15 000 délinquants et on en a beaucoup moins. Donc, il faut qu'on utilise nos ressources de façon plus appropriée aussi.
Bon, je vais arrêter là. Je pourrais évidemment parler en long et en large de ces sujets encore plus longtemps, mais nous avons très peu de temps pour vos questions et pour entreprendre un dialogue avec vous. Je sais que vous avez déjà, je suis sûre, plusieurs questions à poser. Merci beaucoup, Monsieur le commissionnaire, parce que cela nous permet donc de lancer la conversation. Si vous avez des questions, pourriez-vous vous présenter en premier? Donc, de l'est peut-être vers l'ouest, on va commencer avec la région des Maritimes. Est-ce qu'on a donc une question? C'est Peggy Joyner du bureau régional. Nous avons des difficultés avec le recrutement à cause du fait qu'il faut maintenant avoir des empreintes digitales et donc ça prend beaucoup de temps à compléter. Nous avons eu des plaintes des gens qui ont présenté leur demande pour le recrutement. Est-ce qu'il n'y a pas une façon peut-être de recrutement? Peut-être que le commissaire a des suggestions pour nous pour améliorer les choses. Merci beaucoup, Peggy. Oui, cette question a été posée par plusieurs à travers le pays. Avec ce nouveau processus, mais on ne peut pas vraiment contrôler ce processus, c'est évident, que cela présente des défis, surtout au niveau des empreintes digitales, parce qu'il faut passer par la GRC. Donc oui, cela présente des défis, mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas éviter ce processus. Nous avons examiné certains cas pour voir si on ne pourrait pas peut-être faciliter au moins la prise des empreintes digitales dans certains endroits. Par exemple, un des défis c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'accès à un endroit où aller pour prendre les empreintes digitales. Donc, on essaye au moins de faciliter ça. Et on travaille avec différentes agences pour voir s'il n'y aurait pas d'autres agences qui pourraient donc au moins entreprendre la prise des empreintes digitales pour rendre ce processus plus rapide. On essaye de minimiser autant que possible les difficultés et les délais. Mais finalement, ce n'est pas vraiment un processus qui est dans nos mains et malheureusement, ça nous cause des problèmes. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre des Maritimes? Oui, Donna Gardner de Terre-Neuve. Bonjour tout le monde. Je me demandais si vous aviez des chiffres sur combien de CCC nous avons à travers le pays et quels sont les chiffres des nombres de citoyens dans ces comités consultatifs. Nous essayons d'augmenter ces chiffres. Et je sais que depuis des années, c'est plutôt à la baisse. Ben, si j'ai bien compris, je pense que on a peut-être 51 à 52 comités consultatifs de citoyens à travers les institutions, à travers le pays. Donc, nous savons que dans certains cas, les chiffres étaient à la baisse. Il y a certains endroits où les gens sont en train de recruter activement des membres des citoyens de la communauté et les encourager à participer. Un ou deux points que je pourrais suggérer pour aller peut-être chercher ces personnes dans la communauté. J'ai parlé à plusieurs membres de ces comités consultatifs de citoyens. On
suivait toujours des méthodes traditionnelles de recrutement. On allait chercher des gens dans le voisinage le plus proche ou des gens qu'on rencontrait comme ça, en passant, ou des gens qui demandaient des questions sur les services correctionnels. Et là, on leur disait, tiens, si tu venais te joindre à CCCC, on devrait peut-être examiner et voir si on ne pourrait pas aller rechercher dans certains organismes des membres et des citoyens pour ces comités. Par exemple, ce que j'entends par là, c'est aller voir, par exemple, les écoles d'infirmières, pour voir s'il n'y aurait pas des infirmières qui seraient intéressées à faire partie de ces comités de citoyens. Hier, j'étais à Calgary et j'étais au collège Beauvalley. On a d'ailleurs 3 membres du CCC qui viennent qui font partie de leur conseil d'administration de ce collège. On pourrait donc aller peut-être dans les collèges communautaires pour voir s'il n'y aurait pas des gens qui s'intéresseraient à participer dans ces CCC. Évidemment, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, mais il y a aussi peut-être des conseils municipaux ou peut-être des communautés locales, des autochtones, les syndicats qui potentiellement pourraient s'intéresser à des occasions d'emploi pour les délinquants, aller voir peut-être les entreprises privées, locales, les petites entreprises. Enfin, de cibler peut-être tout ça parce qu'ils peuvent nous aider. Aller voir aussi les différentes agences qui pourraient nous aider à relever ce défi. Ce sont juste comme ça des idées que je vous lance. Mais évidemment, la liste est énorme. Que ce soit au niveau de la santé, des emplois, des services de soutien, etc. Et Murdy Slosher de l'Ontario, je sais que ce n'est pas mon tour, mais j'aimerais juste intervenir et faire un commentaire. Parce que je pense que quand on va aller parler dans la communauté, parler avec différents groupes, il y avait, je pense, un document qui nous aidait. Ça s'appelait The Speaker's Binder. C'était un kit pour les conférenciers. Il y avait aussi des vidéos, etc. C'était donc un genre de kit de présentation des services correctionnels et on pourrait peut-être réutiliser ça. Oui, ça s'appelait The Speaker's Bureau Kit. C'est ancien, ça. Je pense que ça existe encore et qu'on pourrait aller peut-être le mettre à date et le fournir à tout le monde. Et ce serait d'ailleurs plus facile maintenant que nous sommes dans un monde numérique, électronique. Je pense que c'est une très, très bonne idée. Et c'est pour les orateurs et ceux qui font des présentations sur les services correctionnels. On pourrait aussi utiliser les médias sociaux, en fait, en parlant de ça. Flickr, Facebook, etc., tous les autres, je ne sais plus. Parce que si on utilise les médias sociaux, il y a un auditoire beaucoup plus jeune peut-être qui utilise ces services sociaux, mais quand même, je parle de Facebook et j'étais dans une réunion avec un groupe de jeunes qui m'ont dit, mais monsieur Ed, vous savez, Facebook c'est pour les vieux. Mais il y a beaucoup d'autres opportunités de services. On pourrait peut-être intégrer justement cette information qu'on a dans ce kit pour les orateurs et on pourrait le mettre sur les médias sociaux. Commissaire, est-ce que vous pouvez aussi recevoir des questions de Québec qui vont être en français, qu'on a l'interprétation simultanée
Ou peut-être on va continuer donc avec une autre question de l'Ontario avant de passer au Québec. Non, Marty? Non. Ah oui, c'est Marc, des services de libération correctionnelle de Ottawa. Ben, je vais revenir sur ces empreintes digitales. Parce qu'on demande 50 $. Alors qu'ils se portent bénévoles pour aider le gouvernement. Et puis là, on leur demande de payer pour ces empreintes digitales. Bon, je ne peux... quand ils sont jeunes, on peut leur dire, oui, mais ça pourrait t'apporter une carrière future, etc. Mais quand les gens sont plus âgés, et ça vraiment, ça fait pas leur affaire de payer pour se porter bénévole. D'ailleurs, ils sont déjà en train de payer des impôts quand même. On ne peut vraiment pas contrôler ça. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs groupes qui ont relevé ce problème. Des aînés et des gens aussi qu'on était en train d'embaucher comme infirmières ont senti que c'était un problème de payer ces 50 $. Ça a été relevé par plusieurs. Mais si les gens pouvaient se rendre là où il y a déjà des services pour prendre des empreintes digitales, ben là, il n'y a pas de problème. Ça ne coûte rien. Mais quand ces services ne sont pas disponibles, ils sont forcés de payer ces 50 $. C'est parce qu'on n'a pas des ressources partout pour prendre les empreintes digitales. Et quand on le... Il faut établir ces services et il faut que ce soit bien fait. Parce que sinon, ben oui, ça va coûter 50 $. Bon, allez-y, Sharon. J'avais 2 questions. L'un, c'est pour les fonds, le financement. Les fonds qui vont à différentes divisions sont différentes, mais alors qu'on est des bénévoles, ça devrait être égal. Parce que quand on regarde les coûts, par exemple, pour les voyages, les déplacements, etc., les fonds sont différents d'un endroit à l'autre. Le financement n'est pas pareil partout et ça cause des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas été remboursés depuis quelque temps. L'emploi et l'employabilité aussi. Nous sommes là pour aider les gens à se réintégrer dans la communauté, les délinquants. Mais un des grands problèmes, c'est encore avec ce code d'identification. Chez Akil, on m'a dit que si vous n'en avez pas ces papiers de citoyenneté, ça leur coûte 200 $. On a commencé ça dans l'an 2000 pour s'assurer que les délinquants ont le code d'identification nécessaire, mais ça n'a pas marché à Toronto. Ils ont un groupe qui prête de l'argent à ces délinquants et ils les remettent par petits montants. Et il va falloir qu'on augmente le 80 $ qui existe en ce moment pour les dépenses que ça exige de fournir ces identifications. Et puis après ça, il faut tout un système pour aller chercher ces fonds. Les délinquants les repayent cette dette. Bon, pour ce qui est du financement, à travers les différents comités, il y a quelqu'un qui a éternué, le commissaire a dit à vos souhaits. Comme je l'ai dit, on a très peu de ressources et donc il y a beaucoup de défis. Mais par exemple, à NIAC et RIAC et dans d'autres comités,
S'il vous plaît, poussez sur le bouton mute de votre téléphone quand vous toussez. Si nous allons investir, il faudrait que ce soit avec des résultats tangibles et des cibles marquées. Alors, avec ces comités de NIAC, RIAC, il y avait des plans spécifiques, des livrables, donc des résultats avec des suivis très étroits. Et tout ceci est relié à nos objectifs et notre programme. Donc, on pourrait peut-être parler des CCC aussi au niveau de ce financement, mais dès qu'il y a un financement et un investissement, il faut avoir aussi des résultats. Juste pour donner de l'argent, par exemple, pour tenir une réunion où il n'y a pas de résultat, et ça ne sert à rien. Et ce ne sera pas facile à financer. Il faut qu'on puisse justifier au comité du Sénat, par exemple, pour expliquer quel est l'avantage qu'on a tiré de cette réunion ou comment cette réunion a servi à rencontrer nos objectifs. Vous voulez dire que le travail que nous faisons au comité consultatif des citoyens ne rencontre pas les objectifs des services correctionnels? Non, mais j'ai dit la même chose aussi à l'autre comité, les NIAC, donc les comités nationaux de direction, qu'il faut voir les résultats. Quand on regarde les réunions qui ont été tenues par le passé pour les CCC, la seule chose que cela nous a donné comme résultat, c'est qu'une réunion a été tenue. Point. Bon, il faut que ce soit clair, qu'il y ait un résultat tangible suite à la réunion. Juste tenir une réunion, ce n'est pas suffisant. Et comment on fait ça? Malheureusement, on n'a pas le temps ici. Peut-être vous pourriez dire à Laurie comment on peut faire ça alors. Certainement, je vais le faire. Eh bien, j'apprécierais bien. Pas de problème, je vais en discuter avec Laurie. Mais nous cherchons vraiment à avoir une orientation au sujet de la façon que nous pouvons contribuer à ces livrables et avec des résultats concrets. Bon, on va continuer donc maintenant parce qu'on a parlé d'emploi, d'employabilité et nous allons revenir peut-être sur cette question un peu plus tard. Merci Sharon, mais nous allons continuer avec les questions parce qu'on a très peu de temps. Est-ce qu'on a des questions? Non, je n'ai pas de questions, mais j'aimerais dire que cette discussion est très intéressante. Merci. Merci, Deirdre. Ici, Howard, merci. Oui, allez-y. Howard de Edmonton. Monsieur Head, je vous remercie d'être venu en octobre pour visiter notre site ici. Et merci de votre travail. J'aimerais maintenant vous mettre à jour. On a maintenant 2 équipes pour nettoyer l'institution. On a aussi des nouveaux passages à piétons et la bibliothèque aussi va être donc déménagée. On est en train de discuter de ça avec les membres du syndicat. Donc, beaucoup de progrès depuis votre visite. Merci, Howard. J'aimerais aussi, moi, personnellement, vous remercier de votre engagement lorsque Fraser McCauley et moi, nous sommes venus vous rendre visite pour parler de ces problèmes. Pour ceux qui ne savent pas, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais on avait des problèmes à Edmonton et Howard était à 100% disponible et a partagé très franchement avec nous et très ouvertement les défis
et les problèmes et quelles étaient les forces et les faiblesses de son institution. Et donc, on a discuté aussi avec l'effectif et tous les autres membres de l'équipe là-bas et nous avons développé un plan d'action pour remettre la place en état. Et donc, je vous remercie, Howard, encore pour votre soutien et j'apprécie beaucoup cette mise à jour. Je sais que c'est encore très tôt et qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans ce plan d'action, mais je pense que nous allons pouvoir mettre tout en place pour cette institution. Définitivement. Et j'ai eu un moment de triomphe parce que dans ces plans, dans ces réunions de planification, un des moments importants, c'est que les différents joueurs dans cette institution, on a réalisé que les uns ne comprenaient pas le rôle des autres dans la même institution. Et que à ce moment-là, un CX ne savait pas ce qu'était, par exemple, le rôle de l'autre, alors qu'il a été dans cette institution depuis 20 ans, et il a fallu le lui expliquer. Alors, nous avons un rôle important à jouer, parce qu'il faut que les gens qui travaillent dans la même institution au moins sachent ce que font les uns et les autres. C'est très important qu'on ait donc des séances d'information pour notre personnel, pour éduquer et leur dire quel est le rôle de tous et chacun, parce que c'est un programme très, très compliqué. Et puis ça a été un moment très important pour moi. Merci beaucoup de ça. Mais ce que dit Howard, c'est que je lui ai dit qu'il fallait qu'il forme un comité de représentants à différents niveaux de l'institution, de développer donc des stratégies pour la gestion de la population dans cette institution, avec l'idée d'établir donc une routine, une norme et de maximiser les occasions pour tous et chacun de participer dans les programmes, les récréations, etc. Et pour changer la mentalité qui a été là depuis des années. Et comme Howard l'a dit, le premier jour qu'ils se sont rencontrés, je pensais que ça n'allait vraiment pas fonctionner. C'était un essai qu'on faisait. Mais finalement, j'ai demandé à une personne de faciliter cette réunion, M. Boucher, et il a pu faire exactement ce que Howard a dit. D'abord, de comprendre le rôle de tous et chacun dans cette institution et les domaines de responsabilité de tous et chacun. Et une fois qu'ils étaient rendus là, est-ce qu'ils ont pu développer des propositions ou des recommandations qui pourraient aider à développer l'institution? Mais je suis d'accord avec vous. Nous allons continuer, non seulement à Edmonton, mais ailleurs, à assurer encore plus de communication. Et peut-être à tous les trimestres, ils pourront à ce moment-là avoir plus de réunions avec plus de membres de l'équipe, avec les superviseurs, les directeurs, pour que, en bout de ligne, tout le monde sache exactement ce que font tous et chacun dans une institution. Et donc, je pense que ce moment a été très important. On a réalisé que cette réunion était d'une grande importance et qu'elle allait vraiment servir un rôle important, jouer un rôle important dans le futur. Ça ne va pas changer les choses du jour au lendemain, mais quand même,
les gens sont en train de réagir maintenant de façon différente, donc ça va changer l'approche et il y a même un niveau de coopération et de rire, si vous voulez, de plaisanterie, etc. Donc, il y a vraiment une amélioration dans les relations parmi le personnel. Oui, on a vraiment une longue route à passer mais il y a au moins des signes d'amélioration. Et avec maintenant l'assistant directeur du pénitencier, etc. et d'autres, je pense que les choses vont s'améliorer. Et je le dis maintenant à tous les membres des CCC, que si ce n'était de Howard et des CCC qui aidaient donc cette institution et qui ont partagé les enjeux avec les gestionnaires, on n'aurait jamais pu résoudre ces points importants et ces problèmes dans cette institution. Encore une fois, personnellement, merci du fond du cœur. Et la même chose pour tous les membres des CCC. Le dialogue que vous avez avec vos directeurs de prison et vos directeurs de district est vraiment quelque chose de très précieux et estimé. Bon, la région du Pacifique maintenant, pour voir s'il y a quelques questions. Bob Marshall, région du Pacifique. Bonjour, Don. Bonjour, Bob. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bien, je serai dans ta région dans quelques semaines. Bon, on a bien hâte de te voir. J'ai quelques points que j'aimerais soulever et je vais les présenter dans ma fameuse invitation de Dale Carnegie. Il y a un programme ici qui dure depuis 2 ans qui s'appelle Emploi pour l'habilitation. Qui ont reçu des fonds depuis les 2 dernières années. Grâce à M. Bobby Sandou. Ils ont connu beaucoup de succès et amené les délinquants en libération à se réinsérer dans la collectivité et à se trouver de bons emplois. Je comprends que le programme ici va peut-être se terminer en mars prochain. Mais si vous pourriez trouver un moyen de le prolonger, ce serait très apprécié. Et en plus, on devrait peut-être le déployer dans d'autres régions. Mon deuxième point, il y a environ 3 ou 4 ans, nous avions un forum du CCNME à Burnaby. Il y avait Anne Kelly également qui était présente et quelques autres. Mais pas et vous aussi. Et pendant vos commentaires à la fin de la conférence, vous avez décidé de parler du forum, etc. Mais vous avez aussi envoyé un message très clair. Si on veut organiser ce forum, si on veut dépenser de l'argent, il faut et si on veut prendre des gens, les gens y assistent et faire du travail, ah bien, à ce moment-là, il faudra avoir de bons résultats. Le message était très clair et personnellement, j'ai livré ce message à différents groupes CCC et à différents groupes à l'intérieur des services correctionnels au cours des dernières années. Bon, je crois que mes minutes sont écoulées, puis merci beaucoup pour votre travail, Don. Merci, Bob. Une réponse rapide. En ce qui concerne le programme sur l'emploi, ça, c'est un programme qui réussit très bien, qui évolue dans la bonne direction. Nos projets présentement sont de le prolonger au-delà de l'exercice fiscal, parce que les résultats que nous avons examinés le justifient. Donc, c'est très positif. On voit des délinquants qui trouvent des emplois dans la collectivité. Et bon, les résultats ont été effectivement ceux qui avaient été prévus et suggérés. Alors, c'est formidable. Et merci pour votre soutien. Votre deuxième point, merci encore une fois. Puis on peut parler des résultats mieux faits. Et ça revient à l'idée, au concept de livrer les résultats, de parler des résultats. Et on est dans ce mode présentement. Pour revenir au point saisi par Sharon, et je vais certainement parler à Laurie de la manière dont on peut définir les livrables, les résultats.
pour au moins qu'on puisse avoir quelques investissements, pas énormes, des investissements modestes, qui pourraient être utiles pour le CCC. Donc, on va parler d'investissement. Combien? Ça dépendra de la manière dont on définit les résultats. Et bien, sur cette note, on sait qu'on a la semaine de conscientisation sur les CCC bientôt. On espère qu'on va voir comment on peut avoir un impact. Et puis voici donc une situation où on peut présenter nos résultats et démontrer comment les CCC ont un impact. Voilà votre défi. Et mettons un défi au commissaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire cela une fois toutes les années? Est-ce que vous pourriez, par exemple, venir nous revisiter pour une autre discussion au coin du feu l'année prochaine? J'ai trouvé cela très utile. Merci pour nous consacrer votre temps. Laurie? On n'a pas demandé au Québec s'il y avait des commentaires. Je ne sais pas comment on va faire cela. Il y a une interprétation? Ou est-ce qu'on doit... Ils peuvent le faire par leur modérateur. Bon. J'aimerais demander... À partir du 1er janvier, Howard travaillera pour le gouvernement de l'Ontario. Donc, il nous quitte. Oui. Son mandat arrivait à échéance au début de l'exercice cette année et la province de l'Ontario lui a offert un poste de 3 ans. Il appelle cela un titre de conseiller indépendant sur les services correctionnels. Ah bon, c'était pas très clair. Il semblait qu'il jouerait un autre rôle chez nous. Non. Vous avez raison que c'était un peu confus. Lorsque j'ai lu l'article dans le journal, j'ai compris effectivement qu'il faisait cela à côté de son bureau ou quoi que ce soit, mais ça a été éclairci hier. L'annonce est venue, en fait, du bureau du ministre. C'est sur son site web. Merci. Quelle déception. Et puis, pour la région du Québec, peut-on aller au Québec pour des questions? Oui, moi j'aurais un commentaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour le Québec, est-ce que vous m'entendez? Je crois que je vous entends. Allez-y. OK. Gilbert Guérette du district Est-Ouest du Québec. C'est plus un commentaire. Nous, par rapport au recrutement, on avait des difficultés par rapport aux services à la communauté, donc particulièrement les bureaux de libération conditionnelle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé 6 bureaux de libération conditionnelle sous le même CCC. Ça fait 8 mois présentement qu'on est en regroupement et ça fonctionne très bien. Ce que je voulais amener, c'est que peut-être on va voir par rapport à ce commissaire si c'est ce serait intéressant pour d'autres régions du Canada d'implanter ce processus-là. Excusez-moi, je ne suis pas exactement clair sur le poste dont vous parlez. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est que dans le fond, on avait 6 bureaux de libération conditionnelle qui avaient leur CCC chacun. Vu qu'on avait une problématique de recrutement, on a regroupé les 6 bureaux de libération conditionnelle sous le même CCC, qui nous amène à être beaucoup plus fonctionnels, même si les citoyens bénévoles ont leur autonomie dans leur secteur, ils sont quand même, je dirais, accompagné des autres bureaux et aussi du... Je comprends. OK, parfait. En fait, j'ai eu une discussion récemment et brièvement avec M. Toussignan à propos de cela. Et en fait, une chose qu'on va faire, c'est semblable à ce que j'ai mentionné plus tôt. On va examiner comment on peut utiliser différentes solutions pour annoncer, pour amener des gens, pour recruter du monde. On va voir comment on pourrait se servir des médias sociaux et aussi communiquer des organismes plus intéressés dont j'ai déjà parlé. On a eu une brève discussion là-dessus il y a quelques semaines. Alors, c'est quelque chose qu'on examine très précisément pour la collectivité de la région du Québec. Alors, merci.
Parfait. Puis on va être en mesure de vous fournir des résultats de notre côté aussi, de l'évolution de ce nouveau type de comité-là. Alors, merci à tous nos membres de CCC pour avoir pris le temps de participer à cet appel et continuer votre travail sur votre site. Merci tout le monde. Bon après-midi.